pense qu'on est en direct. Bonjour à tous, nous sommes en direct pour ce webinaire sur la REP, comment ça se passe sur le terrain. Bonjour à tous. Bonjour Stanislas. Bonjour Richard, merci de me recevoir aujourd'hui pour échanger sur ce sujet qui anime les débats dernièrement auprès de tous les acteurs de la filière. Et je suis très content d'être là pour en discuter et discuter avec vous qui vous connectez. Super, merci Stan. On a Maëva avec nous qui est à la technique, qui nous aide au cas où on a un peu du mal. En tout cas, on est ensemble en plus avec Stan là, de vive voix, donc ça va être assez intéressant. On attend un peu que les gens se connectent. On a déjà pas mal de gens qui sont connectés, mais si vous voulez dans le chat, mettez votre question, envoyez. Dites-nous que vous êtes présents, dites bonjour, envoyez des likes. On va aussi quelques questions, je pense qu'on va vous envoyer, qu'on va poser. N'hésitez pas à participer tout au long du webinaire avec nous. Le but, c'est vraiment d'échanger sur les différents ressentis, les retours d'expérience que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez vraiment pas du tout à nous envoyer vos questions et vos remarques. C'est clair. Ou même si vous avez déjà des retours d'expérience à nous faire, des retours terrain à partager, allez-y, parce qu'on a des gens de différents endroits en plus en France là, qui se connectent. Stan a fait, donc on va en parler tout à l'heure, mais Stan a interrogé une quinzaine d'acteurs oui, c'est ça, donc, pour avoir un retour, que ce soit côté plateforme de recyclage ou côté carrière. Donc ça va être assez intéressant de récupérer tout ça. Je vous propose encore qu'on attende une minute ou 2 minutes histoire que les gens arrivent. Et derrière, on va avancer. Donc on voit les gens qui se connectent. Donc c'est top. Merci à vous de vous connecter et de prendre le temps. Donc on est ensemble. Alors c'est un webinaire quand même hyper interactif puisqu'on est dans la même salle avec Stan. D'habitude, on est tous un peu dans notre coin. Là, on est tous les deux ensemble. On se prend même un café. C'est d'IRL sur le web. Exactement. Bon, il est encore un peu tôt, sinon je pense qu'on se serait pris peut-être un petit verre, mais là, pour l'instant, c'est encore l'heure du café. Pas le matin. Faut se fixer des limites. J'espère que vous nous entendez bien tous. On fera la prochaine à 14h. Donc, non, envoyez-nous des likes, envoyez-nous de l'info. Ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas. Et on va bientôt démarrer. Je vois que les gens se connectent, c'est top. Non, elle est top. En tout cas, si vous avez des questions ou si vous voulez partager certains de vos retours, allez-y. On a des gens vraiment d'un peu partout en France, donc il ne faut pas hésiter. Et je vous propose qu'on commence d'ici une petite minute, là, tout de suite. Et on va y aller comme ça. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Stan, donc de Part 3, va nous partager un peu son retour d'expérience sur ce qui s'est passé sur la REP avec le sondage qu'il a fait auprès de 15 acteurs. Moi, de mon côté, je vais vous parler un petit peu des retours que j'ai eus avec les interviews qu'on a faites auprès d'éco-organismes, ce qu'on a compris aussi de l'impact IT, de la mise en place de la REP. C'est top, on voit encore des gens se connecter. Merci de nous rejoindre. On est déjà 18. Ouais. Envoyez-nous du like ou n'hésitez pas dans le chat à dire bonjour, à dire qui vous êtes. N'hésitez pas à envoyer quelques messages. On est là. On est tous un peu dans nos bureaux, mais ça fait toujours plaisir de partager ensemble. Et on s'envoie de l'énergie un petit peu. N'est-ce pas, Stan? Absolument, oui. On est à fond là pour pouvoir discuter tous ensemble. Voilà, même si on est tous un peu éclatés au travers de la France, voilà, on est dans cette table ronde pour tous discuter. Donc n'hésitez vraiment pas à ce que vos retours d'expérience servent au plus grand nombre. On a déjà mis un sondage sur le chat. Vous pouvez avoir sur comment s'est passé. La première question qu'on va vous poser, c'est comment s'est passée votre première déclaration à votre éco-organisme. Si vous l'avez tenté déjà. Si vous l'avez déjà tenté. La première réponse, c'est super, tout s'est bien passé. Hâte d'être au mois prochain.
C'était un peu compliqué, mais on a réussi. C'est la deuxième réponse. Troisième réponse, c'était compliqué, mais pas certain d'être au plus juste. Et sinon, c'était un peu trop compliqué pour ce mois-ci. On va essayer le mois prochain. N'hésitez pas en tout cas à répondre à ce sondage. On mettra les réponses de toute façon à la fin. Alors, on voit que Nicolas nous dit que ça n'a pas fonctionné. Dites-nous ce qui n'a pas fonctionné et on voit à la technique comment on peut vous aider. Et on va bientôt commencer. Alors, hop. Il y en a pour qui ça a été, ça s'est bien passé. On a aussi un vote pour les gestionnaires de déchets qui sont présents. Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà récupéré leur soutien financier? Donc, n'hésitez pas à répondre, en tout cas, si vous êtes gestionnaire de déchets et aussi, si vous êtes metteur, de répondre à ces sondages. Je pense qu'on va commencer, Stan. Oui, on peut y aller là, je pense. On va y aller, on est bien présent. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est merci à tous ceux qui se connectent à l'instant et on va commencer. Donc, merci d'être présent à ce webinaire sur les conséquences et les opportunités de la REP dans l'industrie des matériaux de construction. Donc, aujourd'hui, on est Stanislas Failly qui est devant moi, qui est le fondateur de Part3 et je suis Richard Mita, le directeur général de Synax. Et avec nous, on a Maëva qui est en marketing chez Synax, mais qui aujourd'hui s'occupe de la technique afin de vous présenter tout ça. Peut-être un mot sur Part3 et sur Synax. Donc, si on peut juste remettre, si on peut remettre les slides. Donc, Synax, nous, on est éditeur de logiciels, ESN, et on fait aussi l'automatisme dans l'industrie des matériaux de construction. Ça fait 23 ans qu'on fait ça. On est présent en centrale à béton, en carrière, en centrale enrobée, et on fait ça depuis 23 ans. Et nous, ce qui nous anime, c'est comment on peut digitaliser ce secteur-là des matériaux de construction. Je vois qu'on a certains de nos clients qui sont là, on a aussi certains de nos partenaires. Donc, en tout cas, on est ravis de faire ça. C'est un sujet qui nous tient à cœur, la REP, puisque nos clients nous demandent. Et en même temps, c'est un gros impact au niveau de l'industrie. Peut-être Stan, tu peux nous dire un peu plus sur Part3 Oui, absolument. Donc, nous, Part3, donc, je suis cofondateur de Part3 et donc, on est une société toute jeune puisqu'on a été créé l'année dernière. Et on a, nous, vocation à en fait, créer des projets d'aménagement responsable dans le cadre en fait, de la valorisation des terres excavées. Donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gaspillage de la terre, comme il pourrait y en avoir dans le gaspillage alimentaire. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut récupérer ce matériau pour pas qu'il soit juste jeté en installation de stockage, mais réutilisé à bon escient. Et donc, nous, on est sur le créneau surtout de la réutilisation en agricole. Et voilà, on s'est donné pour mission en fait de récupérer un maximum de matériaux pour qu'ils soient réutilisés dans de bonnes conditions et non pas juste en fait gâchés. Et donc voilà, donc ça fait maintenant une petite année qu'on est créé et on est surtout présent sur l'Île-de-France et on est en train d'élargir un petit peu notre scope. Donc voilà. Super, merci Stan. On va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Déjà pour vous dire nos sources d'inspiration sur la REP. Alors, donc d'où vient tout ce qu'on va vous dire? Donc ça vient des sites des différents ministères, donc soit de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique. On est également allé voir ce que faisaient bien évidemment les éco-organismes de notre secteur, donc les Cominero et Valobat. Et également, on s'appuie sur des interviews qu'on a fait au niveau du podcast Les Bâtisseurs, donc l'interview d'Hervé Domès, qui est le PDG de Valobat, et Romuald Ribot, qui a mis en place la REP dans une autre industrie connexe, qui est le D3O, et ce qui nous permet aussi d'un peu mieux comprendre comment va un peu s'installer tout ça, et si on prend le parallèle avec cette industrie-là, ce qui peut nous attendre de l'autre côté. D'ailleurs, c'est des podcasts que je vous conseille d'écouter car ils sont très intéressants et très enrichissants. Merci. Petit mot. Merci Stan. Parce que je les écoute. Donc, on va aller rapidement sur la REP, qu'est-ce que c'est, mais
grosso modo, c'est le principe de pollueur-payeur. Hein. C'est j'utilise des matériaux pour la construction neuve. Eh bien, en fait, je paye une éco-contribution à ce producteur-là qui, lui, va la redonner à un éco-organisme. Et derrière, cet organisme va financer des prestataires de collecte et de valorisation des déchets. Et derrière, ça permettra aux consommateurs d'aller faire traiter ces déchets gratuitement. Donc, à la base, ça devait être mis en œuvre. La REP, la REP, donc responsabilité élargie du producteur, qui est donc sous la loi AGEC de 2020, devait être mise en place en 2022 dans notre secteur. Il faut savoir qu'en France, on est le pays où il y a plus de REP en Europe. Donc, c'est une réglementation européenne. On est le pays où il y a plus de REP. La première REP, c'était sur l'emballage, c'était Citeo. Exactement, ouais. D'ailleurs, on voit que certains éco-organismes ont recruté des gens de Citeo. Normal, un peu d'expérience. Bah, c'est clair. Et ça va être mis en place en 2022. Et au final, ça a été mis en place, ça a été repoussé au 1er janvier 2023. Et finalement, ça a été mis en place au 1er mai 2023. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place, la REP a été mise en place? C'est principalement donc, pour augmenter le recyclage des déchets des matériaux de construction et du BTP de manière générale. Alors, il y a une grosse disparité sur le recyclage. On a sur certains matériaux, tout ce qui est métaux, c'est déjà à 90%. Sur d'autres matériaux, sur du béton, typiquement, on était plutôt autour de 40%. Alors que sur des terres, en revanche, là, tout ce qui était remblai et tout, là, ça se faisait naturellement. Voilà, c'est ça. Et puis, vas-y. Pour ajouter aussi, il y a certains matériaux sur lesquels le recyclage est plus compliqué, puisqu'il faut arriver en fait, à structurer la filière de recyclage et à ce qu'elle soit économiquement viable. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, notamment sur les matériaux liés qui sont plutôt mis en œuvre dans le second œuvre. Et du coup, la REP sert aussi à ça, c'est aider et on va dire orienter les acteurs du BTP vers en fait un recyclage plus vertueux. Et donc voilà. Et l'autre sujet qu'il y avait aussi, c'était une façon de mettre pourquoi mettre ça en place, c'est aussi pouvoir pouvoir aussi décharger les décharges municipales, les collectivités de cette partie-là, en redirigeant une partie du financement vers des acteurs privés. Il y avait aussi ça qui a été mis en place. Après, il y a des décharges sauvages. Moi, je suis toujours un peu surpris sur les dépôts sauvages, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, c'était une des raisons pour laquelle ils ont mis la REP en place. Il y en a pas tant que ça, mais le problème, c'est que quelques milliers de tonnes à un endroit peuvent vraiment polluer une grande partie des sols qui se trouvent là. Et puis, en fait, après, par l'extiviation, même des nappes phréatiques. Et du coup, ça devient un problème de santé publique. Donc, c'est aussi pour ça. Parce que, quand on met un peu de béton en dépôt sauvage, c'est pas beau, mais c'est moins impactant que si on met des 3 œufs ou par exemple du plâtre qui va vraiment polluer les nappes, etc. Bon, en tout cas, il y a cette raison-là. Et la dernière raison, ou la dernière conséquence qu'ils aimeraient bien avoir, c'était le fait d'adopter une démarche un peu plus d'éco-conception au niveau des produits. Voilà pour les raisons pour lesquelles on a compris la mise en place de la REP. Là, si on regarde les matériaux concernés, si on vraiment se focus sur la REP PMCB, donc vous les connaissez, matériaux inertes, matériaux non inertes. Donc, bien évidemment, matériaux inertes, tout ce qui va être… le plus dans la balance, parce que c'est 80% en fait des déchets générés par le BTP. Et du coup, ce sont plutôt les bétons, les terres, les gravats. Voilà. Et puis les non inertes, là on trouve le plâtre, on trouve du métal, du bois. Et voilà un petit peu ce qu'on a dans les matériaux. Sachant juste, j'apporte une petite précision, puisque ma langue a fourché, mais ce ne sont pas forcément toutes les terres qui sont intégrées dans la REP, mais plutôt terre cuite ou crue, et non pas les matériaux inertes issus d'excavation. Très bien. Ensuite, si on regarde maintenant comment ça s'est mis en place. Donc, on a 4 éco-organismes qui sont mis en place, dont un qui s'est mis en place sur les 2 catégories de matériaux. Donc, ce qui est intéressant de voir,
c'est déjà les stratégies de ces 4 éco-organismes. On trouve qu'il y en a bien 3 qui, eux, se sont mis vraiment sur un créneau, qui est le leur très particulier. On voit aussi que certains éco-organismes ont déjà passé des accords entre eux, que ce soit Ecomaison et Valdelia ont des accords avec Ecominero, ce qui fait que quand vous adhérez à l'un, vous pouvez aller déclarer vos catégories de déchets à l'un et lui s'occupe de les déclarer à l'autre. Typiquement, aujourd'hui, vous êtes une déchetterie pro, vous récupérez un peu de béton, vous pouvez, en fait, en déclarant à Ecomaison Valdelia, vous déclarez en même temps à Ecominero. De même, si aujourd'hui vous êtes côté carrière ou plateforme de recyclage, même principe. Et on a Valobat qui, lui, a une stratégie où il est présent sur les 2 catégories. Donc, et si maintenant on fait un petit focus sur Ecominero et Valobat, Ecominero, donc issu des grands faiseurs du monde du béton, on retrouve les Delberg, les Lafarge, béton granulaire, on retrouve vraiment les gros. Derrière, les Cemex aussi, je pense. Et Valobat, on trouve plutôt la partie distributeur, plutôt les gros distributeurs du milieu, donc, qui eux ont vraiment ces deux casquettes-là. Alors maintenant, si je prends le parallèle avec le D3E, le D3E, à l'époque, il y avait 3 éco-organismes qui s'étaient créés. Et au final, seulement, il n'en reste plus que 2. Il n'en reste plus que 2. Il y en a un qui n'existe plus aujourd'hui. Après, c'était quoi la raison de ça? Je pense que c'est le problème, c'est la chasse aux adhésions et tout ce qui va derrière. D'ailleurs, on le voit en ce moment, les éco-organismes. Oui, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'adhésion. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait que même en termes de financement, donc les actionnaires des éco-organismes, en ce moment, sont obligés il y a beaucoup de financements qui sont faits, ils sont obligés de remettre au pot, parce que ces premières années et demie, sont compliquées. Il faut enclencher, comme quand on monte une boîte. Exactement. La première année, il faut de la trésor. Je pense que le moment où on va commencer à récupérer du soutien financier, ça ne sera pas pour tout de suite, en tout cas. À moins que d'autres ont des choses à nous partager là-dessus, mais je ne pense pas que certains d'entre eux ont déjà récupéré du soutien financier d'un éco-organisme. Si vous en savez plus là-dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part. On peut même vous faire monter sur scène pour avoir votre témoignage. Et du coup, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport aux accords qu'il y a entre les différents éco-organismes. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que ça faisait partie du cahier des charges donc de l'État que d'avoir en fait une bonne communication entre eux. Et je crois qu'il y a même un bureau unique qui a été créé. Il y a un éco-organisme un peu chapeau qui est l'OCAB, l'organisme coordonnateur du bâtiment, qui lui fait organiser ce chapeau. Et sur son site, vous allez pouvoir trouver en fait tous les points de collecte de tous les éco-organismes. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Il y a plusieurs discussions sur le sujet. Je pense qu'il y a eu quelques partis pris de certains actionnaires sur un éco-organisme. Moi, ce que j'ai vu, c'est que sur des groupes d'indépendants, par exemple, des filiales vont adhérer à un éco-organisme et des filiales vont adhérer à un autre éco-organisme. Ah oui, d'accord, ok. Ça, j'ai vu ça sur des groupes d'indépendants. Et il est même possible d'avoir au sein d'un même groupe, si je suis metteur et si je suis également plateforme de recyclage, avoir l'un qui soit vers un éco-organisme et l'autre qui soit vers un autre éco-organisme. Après, dans les grands groupes, en plus, les activités sont très larges et on peut se retrouver du coup avec… Même dans des groupes régionaux. Ça peut avoir du sens, c'est sûr. Dans des groupes régionaux dans l'Ouest, c'est ce qu'on a pu voir. D'accord. Si on continue maintenant sur les barèmes, donc, ce qui est intéressant de voir, donc là on a vraiment fait un focus Valobat et Ecominero. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc là c'est l'éco-contribution, donc c'est la ligne que vous mettez à la fin de vos factures. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des montants quand même qui sont assez différents. Donc quand on en parlait avec Valobat, notamment regardez le ciment, j'ai du mal à comprendre la différence qui est aussi importante. Ouais, qui peut faire un vrai gap en termes de… C'est clair. De facture à la fin du mois. Ouais, de facture à la fin du mois et même d'accession au marché. Puisque… C'est clair. Et quand on regarde même la tonne de granulat, il y a quand même 5 centimes de différence sur une tonne de granulat. On est quand même sur des choses assez importantes. Alors sur le béton, c'est pareil. Donc,
Et en fait, ce que me disait Hervé de Metz lors de l'interview que j'ai faite avec lui dans le podcast des bâtisseurs, il me disait qu'en fait, et aujourd'hui, que les barèmes étaient assez bas. Oui, les barèmes vont augmenter. Donc ça, c'est première chose. D'accord. Deuxième chose, il me disait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des différences, puisque chacun calcule un peu. A fait son étude. A fait son étude à sa façon, et que normalement, ça devrait tendre à se rapprocher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on discute avec Romuald, donc d'Écologique, lui, il me disait qu'en fait, un des différenciateurs d'un éco-organisme, c'est le barème. Ouais. La réalité, il me dit, on a beau dire tout ce qu'on veut, la réalité, c'est que un des différenciateurs, c'est toujours le prix. C'est le barème, exactement, c'est le prix. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est accompagnement, donc que ce soit des soutiens financiers, que ce soit aussi comment il peut les aides pour les investissements. D'accord. Mais voilà ce qu'il me disait un petit peu en filigrane par rapport à ça. Disons que la rémunération, ça touche tout le monde, alors que l'aide aux investissements, ça va toucher que ceux qui veulent investir ou qui peuvent investir. Exactement. Parce que l'investissement, il se fait notamment dans l'envie de grandir en fait sur le recyclage, mais il y a aussi des contraintes géographiques, d'accession au marché. Je pense que une plateforme de recyclage dans un endroit où il y a le marché n'est pas très développé, va peut-être pas pouvoir investir, pouvoir et même vouloir investir, alors que dans une agglomération, ça aura peut-être plus de sens. Alors maintenant, parlons peut-être de quelques cas d'usage. Dans ce sens-là, notamment, je suis plateforme de recyclage, je récupère du plâtre. Voilà un peu les unités économiques qu'on a vues. Parle-nous-en un peu plus. Du coup, on a fait un petit parallèle en fait entre ce qui peut se passer, ce qui pouvait se passer il y a un mois maintenant, et ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. En fait, là, c'est des grandes masses, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. En fait, aujourd'hui, quand je suis démolisseur et que j'apporte du plâtre sur une plateforme de recyclage, tri, massification, je paye environ 70 € la tonne pour décharger mon plâtre. Et puis, derrière, on a un peu découpé ça. On estime qu'il y a à peu près 10 € de coût de traitement de la matière pour la plateforme. La plateforme, elle va aussi avoir ses frais de structure, donc RH, comptable, remboursement des différents investissements. Voilà, on l'estime à 10 €. Et cette plateforme de massification, le plâtre, en fait, elle le renvoie vers les fabricants de panneaux de plâtre. Et aujourd'hui, c'est aux alentours de 40 € la tonne qu'ils doivent payer auprès de Placo, par exemple, ou d'autres acteurs comme Placo. Donc je pense que je sais plus si j'ai mis 40 €, mais je pense que c'est entre 40 et 50. L'important, c'est les grandes masses. Voilà, c'est ça. Et les ordres de grandeur qui, eux, sont plutôt corrects sur des prix qu'on avait en Ile-de-France, sur des acteurs qu'on connaît. Et donc, du coup, ça laisse une dizaine d'euros de marge, si ce n'est peut-être un peu moins. Et donc, en fait, tous ces coûts-là sont supportés finalement par le démolisseur, le client de la plateforme. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que comme les éco-organismes vont redistribuer en fait l'argent collecté via les éco-contributions, le prix en fait le prix commercial de la récupération va tendre à baisser puisqu'on va avoir les mêmes coûts par ailleurs. On va peut-être ajouter 1 € de frais de structure puisque on va peut-être ajouter un peu d'administratif. Mais le prix de vente, en fait, quand on regarde en fait les tarifs qu'on a pu trouver sur les différents sites des éco-organismes, l'éco-organisme va contribuer à 23 € de la tonne auprès de la plateforme, et la plateforme va donc pouvoir baisser son prix. Le but, c'est quoi? C'est que derrière, un démolisseur, puisqu'on a pris cet exemple-là, va pouvoir être plus compétitif et va plus recycler puisque moins cher. Donc ça, c'est un des leviers. La question, c'est de se dire, est-ce que les prix vont baisser ou est-ce que cet argent-là va servir à l'investissement pour les gestionnaires de déchets, pour les plateformes? Et ça, aujourd'hui,
il est encore un peu tôt. L'avenir nous le dira, mais ça va dépendre. C'est sûr que ils vont peut-être augmenter les prix, ouais, puisqu'ils récupèrent une partie de soutien. Tout dépend, on verra qui ça servira. Est-ce que ça va servir le client? Est-ce que ça va servir l'investissement pour l'amélioration en fait, des processus de recyclage? Ou est-ce que ça va servir le capital, hein? Non, ce qui est intéressant de voir, c'est au final comment le marché va adapter et s'adapter face à cette manne d'argent qui va arriver. Et ça, si vous avez des points de vue là-dessus, on est très intéressé de le savoir, puisque c'est aujourd'hui, c'est vraiment une question, je pense que tout le monde se pose, et au travers en fait des différentes interviews qu'on a pu mener, c'était un des points sur lesquels les différents acteurs se posaient des questions. Ensuite, on a un autre cas d'usage. On a quelques autres cas d'usage et je vais en parler un petit peu parce que je vois le temps qui avance assez vite. Donc, quand on s'amuse. Hein, l'autre cas d'usage qu'on a vu sur le terrain, c'est la gestion des exonérations. On a compris qu'en fait, chacun arrivait avec son exonération en disant tiens, moi je suis exonéré de l'éco-contribution. Donc là, c'est la question qui va vous arriver, ou qui arrive typiquement au metteur sur le marché. C'est comment je gère mes exonérations en fonction de mes clients, en fonction des chantiers sur lesquels sont mes clients. Et derrière, je dois conserver ce justificatif pendant 3 ans. Sachant que j'ai des chantiers qui sont publics, sur lesquels il n'y a pas d'éco-contribution. J'ai des chantiers qui sont exemptés, j'ai des chantiers privés, puis je vais avoir peut-être des chantiers où une partie va être sur il y aura besoin d'une éco-contribution, une partie non. Voilà, et je crois qu'on avait un exemple dessus. Oui, absolument. Je pense que c'est le prochain. Exactement. Voilà, oui. On a pris l'exemple d'un lotissement, hein, puisque en fait, tout le monde sait ce que c'est, hein, mais en gros, c'est une parcelle qui va être divisée pour que plusieurs propriétaires puissent avoir finalement leur lopin de terre et un pavillon, une maison. Et du coup, sur un lotissement, il y a forcément une partie de voies publiques, mais aussi des parcelles privées. Et c'est là que réside tout le débat et la question, c'est en fait où s'arrête le public, où s'arrête le privé. Quand je creuse une tranchée pour faire venir l'électricité depuis la voie publique vers la maison, ou à l'inverse, tout le réseau d'eau usée, en fait, le tuyau, il s'arrête où? Où est-ce que je vais… le granulat que je mets autour du tuyau, est-ce que il est dans le secteur privé ou dans le secteur public? Et là, aujourd'hui, ça change tout, en fait, en termes de pouvoir d'achat des entreprises de TP, des VRD, gros œuvres, pour savoir, en fait, où ils se placent. Et sachant qu'aujourd'hui, ils profitent du fait qu'ils ont une partie publique pour s'exonérer complètement. Et donc, c'est un peu le jeu aussi qu'on voit en ce moment. Et là, aujourd'hui, tout le monde teste un petit peu les limites. Je pense que, en fait, par la suite, et puis dans l'interview d'Hervé, il le disait, va falloir faire des petits ajustements pour savoir, en fait, où on s'arrête. Faire des contrôles qui vont être faits, on pense. Voilà, bien sûr. Et l'autre cas d'usage qu'on a trouvé qui était assez intéressant, c'est le cas d'usage du transfrontalier. Ah oui, alors là, c'est encore une toute autre histoire, puisqu'en fait, tout ce qui va être import-export de matériaux, c'est très réglementé, puisque forcément, il n'y a pas les mêmes taxes derrière, etc. Donc, ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais par exemple, tous les importateurs de matériaux, peut-être type ciment ou autres, qui sont des choses assez spécifiques, eux, ils ont cette difficulté en plus. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Ça fait un peu double emploi, puisque il y a déjà Gistrid en fait qui permet de suivre le transfert des déchets du BTP, mais qui sont aussi finalement parfois des matériaux, hein, puisque une terre reste un matériau pour d'autres. Et donc aujourd'hui, les éco-organismes, arrêtez-nous si on se trompe, ou donnez-nous aussi votre point de vue là-dessus, mais vont vous aider à faire vos déclarations. Et de ce qu'on en a compris, la déclaration est à faire donc soit par chantier, soit au global sur l'activité de l'entreprise, tous les semestres, donc 2 fois par an.
Et les éco-organismes sont là pour vous aider, vous orienter vers les bonnes pratiques. Puis ça nous fait sauter sur la partie IT. Oui, bien sûr. Et peut-être juste avant la partie, sur un autre cas d'usage, sur la partie transfrontalier, typiquement, on voit des clients qui sont entre la Belgique et la France. Typiquement, des clients en Belgique nous disent attention, nous on a des clients belges qui ont dû adhérer à un éco-organisme puisqu'ils vendaient du granulat en France. Ça, c'est assez intéressant aussi, puisque ils ne voulaient pas se passer. Ouais. Ensuite, si on parle un petit peu sur la partie IT, c'est quoi les choses? Et je vois que le temps avance, on va essayer d'aller un peu vite, comme ça on va vraiment aller sur du retour terrain. On a deux, trois personnes qui sont peut-être intéressées pour monter sur scène et partager. En tout cas, dans son IT, ce qu'on a vu, ce qui était à mettre à jour, c'est bien évidemment la segmentation bâtiment de bâtiment sur la partie client chantier, la modification des formats de facture, bien sûr, après le mapping des produits. Ce qu'on voit, c'est surtout comment derrière automatiser la partie déclaration aux éco-organismes. Et là, on voit que pour l'instant, ça reste assez du manuel avec de l'extraction et de l'envoi de fichiers. À un moment ou à un autre, tout ça va s'automatiser. En tout cas, on l'espère. Et la plupart de vos systèmes IT, alors pour les très gros, ont été mis à jour. Et pour ceux qui en cours, pour d'autres, c'est encore en cours. Et l'autre grosse partie, c'est la partie exonération. Donc, comment on gère ces exonérations en fonction de ses clients, ses chantiers. Sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très manuel puisqu'on en est au début, puis il faut comprendre un peu la logique. Mais demain, le but, c'est que les logiciels puissent directement téléverser les informations sur les bases de données des éco-organismes qui, eux, les retravailleront pour en référer aux organismes de l'État. Mais voilà, le but, c'est que petit à petit, ce soit transparent dans la… Carrément. Et quand on regarde sur la partie déchets, gestionnaire de déchets et côté plateforme, là, il y a quand même… Il y a des choses qui sont demandées via la REP, mais qu'on retrouve dans d'autres systèmes, que ce soit la RNDTS ou qu'on retrouve dans Track Déchets. Peut-être parlons-en un peu plus, Stan, sur cette partie-là. En fait, aujourd'hui, grosso modo, on essaye d'avoir une traçabilité qui est de plus en plus exhaustive donc selon les différentes catégories de produits, donc déchets, produits de vente, on se retrouve avec plusieurs systèmes qu'on doit alimenter, un système informatique, une base de données à incrémenter, et on se retrouve donc du coup avec plein de nomenclatures différentes pour un même produit. Sachant qu'en plus, certains produits sont assez liés en fait à la subjectivité de la plateforme qu'il récupère ou de l'histoire finale qu'il récupère, puisque selon son outil industriel, il va être plus en capacité, par exemple, de prendre un béton ferraillé qu'un béton non ferraillé, puisque son concasseur est plus fait pour ça. Et donc, on va se retrouver en fait avec des fois des choses un peu à la marge. Et comme les éco-contributions ne sont pas les mêmes, forcément, on peut là aussi se retrouver avec, on va dire, des dilemmes commerciaux finalement sur la création de valeur de tous ces déchets. En tout cas, les choses qui sont demandées, c'est le pont bascule pour gérer les pesées. Tout ça, ça fait partie de la traçabilité. Ouais. Donc, avoir un pont bascule quand on est gestionnaire de déchets, maintenant, c'est devenu obligatoire. Et on voit ça dans les ventes de pont bascule. Tout ce qui va être aussi les DAP et ou les CAP, au moins avoir un numéro qui soit renseigné. Et puis derrière, c'est comment adapter votre typologie de produit à la typologie de l'éco-organisme lorsque vous allez faire vos déclarations pour récupérer votre soutien financier. Là, en tout cas, nous, ce qu'on voit d'un point de vue vraiment tech, IT, c'est que on commence à voir différentes choses que vous êtes en train de faire ou vous allez devoir faire avec différentes bases. Et là, ça va commencer un peu à coincer. À un moment ou à un autre, grosso modo, ça va commencer à être un peu plus difficile. Et on le voit déjà dès à présent, que ça devient complexe. Parce qu'en plus, souvent, ce n'est pas les mêmes systèmes que vous utilisez. Et donc, arriver à faire fonctionner des systèmes entre eux, ça devient complexe. Donc là, passer par des gens qui vous permettent de faire ça. Tous ces liens-là, tous ces devs-là, c'est des choses qu'on peut faire. Mais on voit qu'il y a une complexité qui est engendrée par la réglementation.
Maintenant, si on regarde un petit peu des retours terrain, puis on en fera parler des gens qui sont aujourd'hui avec nous. Peut-être, Stan, toi, tu as interrogé donc 15 acteurs, donc des gens comme Edelberg, des gens comme Fayol, Eurovia FH, tu as aussi peut-être d'autres plateformes de recyclage que tu as eues, peut-être en région parisienne. C'est ça, exactement. J'ai fait un peu le tour des plateformes et des carrières. Donc, j'ai eu à la fois des responsables de plateformes, mais aussi plutôt des commerciaux qui, en fait, sont aussi le premier point d'entrée à l'explication et à la vulgarisation en fait, de tout ça. Puis j'ai aussi discuté avec quelques entreprises de gros œufs qui, eux, sont concernés aussi puisque c'est eux qui payent. Hein. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, en fait, ce qu'il en ressort, c'est que ça reste un peu flou pour eux. Bon, je pense que c'est normal. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment. On en parlait juste à l'instant. Et ça rajoute beaucoup d'administratifs pour des entreprises qui parfois étaient pas forcément déjà adeptes de l'administratif. Et là, on se retrouve à vraiment petit à petit à vraiment devoir rendre des comptes pour la bonne cause, certes, mais ça rajoute du travail. Et comme la nouveauté fait peur, beaucoup sont réticents puisque forcément ça change un petit peu l'équation économique. Mais aussi parce que ils savent pas trop ce qui va être fait après. On en parlait tout à l'heure et je pense que c'est aussi là qui est intéressant de faire le parallèle avec d'autres reps. Mais voilà, comment va être réutilisé l'argent? Quand est-ce que les plateformes vont le recevoir? Enfin voilà, ça c'est des choses que tout le monde se pose ces questions-là et du coup tout le monde est un peu dans l'interrogation. Puis bon, certains et j'ai trouvé ça aussi assez intéressant, c'est que certains en fait le voient pas forcément comme puisqu'en fait c'est aussi l'argument qui a avancé par les différents éco-organismes, c'est que ça va apporter en fait un regain économique, mais pour certains acteurs en fait selon la région dans laquelle ils sont, eux ils pensent pas que ça va les aider. Typiquement une carrière qui fait du granulat naturel en fait qui est connue pour ça, même si beaucoup commencent à faire du recyclé, à incorporer du recyclé dans leur formule, en fait, ne sont pas forcément identifiés comme acteurs du recyclage sur leur territoire. Et souvent, les entreprises de TP, de VRD, elles ont déjà un peu internalisé cette compétence-là, puisque on parle, le recyclage, en fait, c'est intéressant quand c'est proche de chez soi. Après, ça devient tout de suite beaucoup plus coûteux. Et donc, voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles je pense que il y a un besoin d'information en plus et peut-être voilà une réflexion. En tout cas, c'est ce qu'on ressort de nos retours de terrain. Quoi. Ouais, ce que je vous propose, c'est, je sais avant je crois que c'était lundi, je discutais avec une des participantes à ce webinaire et j'aimerais bien, Christelle, si vous êtes toujours intéressée pour partager un petit peu votre retour sur la mise en place de la REP. Donc Christelle Gavard, alors c'est à moi de la mettre la faire monter sur scène. Vous pouvez monter sur scène, Christelle. Je crois qu'il faut appuyer sur monter sur scène qui doit être en bas de votre écran à gauche. Si vous arrivez à monter sur scène, c'est top. On va essayer de vous faire monter sur scène. Donc Christelle Gavard est donc directrice financière de la carrière Rossetto qui est près d'Annecy. Voilà. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc oui, on est situé plutôt en vallée du Gifre dans le département 74. Donc on est quand même à une bonne demi-heure d'Annecy. Donc nous, on travaille dans un rayon de 40 km et on fait effectivement des importations et des exportations de nos matériaux, donc principalement à l'export, mais la Suisse, elle est exclue du périmètre. Donc déjà, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et nous, la principale difficulté qu'on a rencontrée, c'est pour la collecte des attestations, en fait, pour toutes les entreprises du TP. En fait, les terrassiers étaient mal ou peu informés, voire pas du tout. Donc, on a dû faire beaucoup de courriers de sensibilisation pour leur demander les attestations chantier ou entreprise. Et on ne sait pas trop à la fin. Donc, certains nous ont fourni des attestations d'entreprise. Mais moi, j'émettais
un doute quant au fait qu'ils puissent en justifier au moment des contrôles, justifier que leur chantier de terrassement ne soit pas rattaché à une construction du bâtiment, pour la simple et bonne raison que c'est des entreprises en général avec des personnes, des chefs d'entreprise qui sont au volant des engins ou des camions, c'est eux-mêmes qui font leur secrétariat, ils ont des fiduciaires, donc voilà, dans la mesure où ils ont fourni les attestations, nous, on a décidé de appliquer la REP si on a l'attestation, on estime que ça devient leur problème d'en justifier. Et sans justificatif, sans attestation, nous, on a appliqué systématiquement en fonction des codes NAF des sociétés, on a appliqué systématiquement la REP. Voilà. Mais on a été surpris aussi de voir que certaines entités qui pouvaient justifier de par leur activité une dispense d'éco-contribution nous ont finalement demandé à nous de l'appliquer pour ne pas avoir eux à la gérer. Voilà, donc on s'est trouvé dans des cas de figure je rebondis sur ce que vous dites. C'est aussi quelque chose qui est ressorti des différents échanges qu'on a eus. En fait, c'est à vous de gérer finalement, de faire un peu la police dans un premier temps sur justement qui est exempté ou pas. Et c'est un peu, commercialement, je suppose que c'est quand même un peu compliqué d'avoir ce rôle-là. Oui, ça a été lourd. Moi, je me suis retrouvée à faire de l'information. J'ai finalement conseillé à ces personnes de se rapprocher de leur fédération, parce qu'ils ont certainement aussi des personnes qui communiquent et puis ils négligent de lire, parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations et de surinformations. C'est pareil à notre niveau. Nous, on est chez Cominero. On a été, mais... alors bon, au moins, on ne peut pas dire qu'ils n'informent pas, mais ils informent trop. Leur courrier arrive systématiquement dans les spams, leur facture est arrivée carrément dans les indésirables. Enfin, c'est lourd, tout ça, c'est lourd. Si on n'a pas une infrastructure administrative solide, je ne vois pas trop comment les gens ils peuvent gérer ça alors qu'ils sont sur le chantier. C'est très, très lourd. Donc, je pense qu'ils vont attendre de se faire taper sur les doigts, se faire rattraper. Enfin, voilà, il y aura d'une manière ou d'une autre un moyen de rééquilibrer ça, parce que ça reste une taxe quand même avec un système déclaratif. Donc voilà, ça se récupérera. Après, les éditeurs de logiciels, alors bon, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, le nôtre était franchement à la rue. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Donc, il y a eu beaucoup de retard pour notre première facturation, avec des effets inimaginables qui n'avaient rien à voir avec la REP, mais des incidences sur d'autres facturations. Enfin, voilà, ça a été très, très compliqué. Ma foi, on pourra corriger si on a oublié de déclarer ou si on a trop déclaré. C'est comme la TVA, on peut revenir dessus. Nous, c'est vrai qu'on a été, du coup, on a décalé notre facturation pour laisser le temps à nos clients de nous apporter ces attestations. On a été un peu strict en disant que toute attestation non fournie dans les temps ne serait pas pris en compte. Voilà, donc histoire de ne pas trop se compliquer la tâche aussi, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc nous, on est juste producteur, on n'est pas collecteur, pour répondre à la question. Le jour où on a décidé, ce sera peut-être différent. Oui. Christelle, il y a d'autres gens qui voudraient participer, qui voudraient donner leur retour. Je vois Caroline ou Sébastien. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse monter sur scène? Vous pouvez aussi peut-être partager. Dites-nous, Sébastien ou Caroline, ça serait intéressant d'avoir votre retour. Je vois que vous êtes très actifs sur le chat, et puis l'idée, c'est vraiment de partager. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à monter sur scène, et puis on prend encore un témoignage si vous voulez partager. Et puis derrière, je crois que Sébastien, vous êtes plutôt côté gestionnaire de déchets, si je ne me trompe pas, plutôt plateforme. Donc, si vous voulez peut-être partager, ou même Caroline, je ne sais pas de… mais dites-nous si vous voulez monter sur scène, et puis et allez-y. En tout cas, ici, vous voyez, on est entre nous, on peut parler, il n'y a pas de souci là-dessus. Dites-nous, parce que là, je vois qu'il est déjà il est bientôt midi moins quart, donc je ne vais pas vous prendre trop de temps non plus. Je ne sais pas si vous voulez monter, je n'ai pas l'impression qu'il est… Ah, voilà. Caroline, bonjour. 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 Oui, en fait, ma question et ma remarque et le problème qu'on rencontre, moi je suis chez Lafarge, c'est qu'en fait, on se demande si l'ensemble des attestations qui nous sont fournies tiennent véritablement la route. Pour certaines,
certaines qui sont des attestations annuelles. On sait pertinemment que les entreprises ne font pas forcément toujours du public. Même chose pour les chantiers, et notamment pour certains chantiers qui peuvent être partiellement concernés. Et on a véritablement du mal avec les entreprises à leur faire prendre conscience qu'ils font une déclaration, que c'est quelque chose qui est une imposition des pouvoirs publics, donc on n'est pas un gendarme, mais pour autant, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils déclarent. Et nous aussi, la question, on nous a dit qu'on était responsable des déclarations qu'on prenait en compte. Jusqu'où, j'en sais rien, dans la mesure où on est quand même une grande entreprise, il y a énormément de déclarations, c'est difficile de les gérer au cas par cas. C'est vraiment pas évident de voir la frontière entre ce qu'on doit leur conseiller et ce qu'on doit accepter. D'accord. Et vous, tout s'est bien passé sur les déclarations, sur les premières mises en place, les premiers mois Oui, on a tout géré au niveau de l'IT, ça a été fait correctement. C'est vrai que heureusement qu'on a eu ce délai des 4 mois supplémentaires pour pouvoir le mettre en place, parce que si ça avait dû être fait en janvier, ça aurait été une véritable catastrophe. Oui, donc le fait d'avoir repoussé un petit peu a quand même permis aux gens de s'organiser. De se préparer aussi, ouais. Mais ce qui est pénible aussi, dernière chose, c'est le fait qu'on a l'impression qu'on ne sait pas non plus trop où on va. On nous a donné des attestations, Écuminero nous a donné des attestations qu'on a diffusées à tout le monde. Ensuite, on nous en a donné d'autres en disant celles des Écuminero sont plus valables, il faut les remplacer par d'autres qui sont moins pratiques en plus à remplir et moins claires pour les entreprises. Tout ça fait que c'est quand même assez compliqué à gérer pour tout le monde. Puis ça crée encore plus d'incompréhension. Tout à fait. Ouais, ça, je peux comprendre que ce soit compliqué. Tout à fait. Et comme on est un intermédiaire, en fait, le fait que ce soit pas sérieux retombe sur nous parce que c'est nous qui donnons les attestations, alors qu'en fait, c'est pas du tout de notre faute si celles qu'on nous a données d'abord sont pas vraiment les bonnes. Et puis actuellement, on ne sait toujours pas d'ailleurs quelles sont les bonnes. Voilà. Merci pour votre partage. Bon, Sébastien est en voiture, mais on va s'arrêter là parce que je vois le temps qui passe. Et merci en tout cas à tous pour votre engagement dans ce webinaire. Nous, les dernières choses qu'on voulait partager avec vous, c'est les opportunités qu'on voit de la mise en place de la REP. C'est des nouveaux investissements pour les plateformes de recyclage avec des nouveaux moyens de financement. On voit aussi pour les carriers une opportunité de se développer et de créer une nouvelle activité. En tout cas, alors, malgré ce que disait Stan à l'instant, vous n'êtes pas forcément reconnu dans le milieu pour être des plateformes de recyclage, mais ça peut arriver. En tout cas, pas sur tous les territoires. Ça c'est clair. On va avoir, à mon avis, des nouveautés côté R&D qui vont arriver. Alors, on parle de Néolith qui eux font du granulat à partir de déchets. Et bien sûr, une digitalisation forte du secteur qui est rendue un peu obligatoire par la paperasserie administrative qui est mise en place. Donc, voilà un petit peu nous ce qu'on voit. Je voudrais remercier Stan pour sa participation. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Et un merci très particulier à Christelle et Caroline pour avoir témoigné et pour être montées sur scène. Ça fait plaisir, en tout cas. Avec plaisir. Voilà. Merci en tout cas. Ouais, merci Caroline et puis merci à tous ceux d'être présents. N'hésitez pas, donc je vois les retours dans le chat. N'hésitez pas à vous rapprocher en tout cas de vos syndicats, bien évidemment, que ce soit l'UNICEM ou l'UNPG. On parle aussi de la CEDRE et de l'UNEF, je pense, c'est plutôt pour la partie recyclage. Ouais. Et surtout, vous pouvez revoir ce webinaire. On va mettre les liens, vous allez recevoir des liens pour le revoir, mais surtout peut-être le partager si jamais vous avez des collègues qui seraient intéressés pour le voir et écouter ce dont on a parlé. Puis n'hésitez pas aussi à rebondir sur ce qu'on a pu dire, même au travers des différents réseaux, les autres, ou même par email, et puis on relaiera les différents retours. Et encore merci pour l'invitation et merci à vous tous. Merci. En tout cas, à bientôt et bon appétit. Au revoir.
Au revoir. Tu cliques terminer.